en fait, il s'agit d'étudier en fait, mathématiquement un modèle de fracture, de croissance de fracture qui date des années 20 mais qui a été reformulé d'une façon un peu plus directe à la fin des années 90 par deux chercheurs français, Gilles Francfort et Jean-Jacques Marigot. Et ce modèle de Francfort et Marigot est intéressant parce que numériquement il prédit assez bien, il reproduit assez bien des expériences et il prédit assez bien des évolutions de fractures. Et on a tendance à penser que si tout se passe bien dans ce modèle, il reproduit effectivement les mêmes modèles que celui des années 20, mais avec plus de généralité et en permettant vraiment de trouver lui-même la fracture, etc. Le problème, c'est qu'en fait, mathématiquement, c'est assez difficile et donc on explore depuis bientôt 30 ans les raisons pour lesquelles ça marche. Et on essaie de comprendre pourquoi ça marche. C'est à la fois de l'analyse mathématique et de l'analyse numérique. On essaie de comprendre si le problème déjà a un sens mathématiquement et tout n'est pas complètement résolu de ce côté-là. Donc mon exposé portait plus sur cet aspect. Pas forcément parce que c'est plus intéressant, mais parce que là, dans le cadre, d'abord c'est celui sur lequel j'ai des résultats plus récents et c'est aussi celui qui est le plus facile à décrire peut-être dans le cadre d'un exposé qui s'adresse à toute la communauté. Et après, il y a aussi, et ça fait partie un peu aussi du travail, des problèmes d'analyse numérique. On essaie de représenter les mêmes énergies d'une façon plus facile à implémenter sur ordinateur et essayer de faire des calculs. J'ai toujours parlé d'un modèle assez simple où il y a juste un matériau élastique, une fracture, mais dans les simulations par exemple qui ne sont pas de moi, qui sont de Blaise Bourdin que j'ai montré, il y a une simulation où le matériau casse parce qu'il y a une contrainte interne et cette contrainte interne elle vient de différences de température et donc l'énergie en question est un peu plus compliquée que celle que j'ai décrite. Et dans ce cas-là, par exemple pour avoir l'existence, il faudrait plutôt appliquer le deuxième théorème dont j'ai parlé à la fin. C'est pas en ce sens-là j'ai parlé de plusieurs résultats, mais c'est un peu des variantes du même problème pour différentes variantes. Ce problème peut être vu comme un problème d'ingénierie, enfin en tout cas pouvant intéresser l'ingénierie. Est-ce que dans ta manière de travailler, est-ce que tu es en relation avec des ingénieurs ou des physiciens qui travaillent sur ces questions, ou est-ce que il n'y a pas de relation directe? Comment tu fais ce lien? Moi, j'ai pas tellement de relations. J'ai plutôt des relations avec des gens qui ont des relations et peut-être des gens qui ont des relations. C'est vrai que je travaille et j'échange beaucoup avec des gens qui font du numérique, comme par exemple Blaise Bourdin, avec des mécaniciens sur les modèles. Et je sais que par contre, ces gens-là, notamment par exemple Blaise Bourdin, lui travaille beaucoup justement, utilise un peu ces méthodes numériques et les développe dans des cadres beaucoup plus variés justement que le modèle synthétique que j'ai présenté pour traiter différents problèmes qui vont des problèmes de fracturation hydraulique, peut-être qu'on pourrait se passer d'étudier, qu'il étudie quand même, à des problèmes lui de traitement du verre par exemple, parce que notamment il est à la conférence, mais il est aussi à la conférence pour rencontrer des gens d'un verrier japonais à Yokohama, avec qui il étudie des problèmes de fracturation dans le verre. D'accord. Mais moi personnellement, j'interagis plus avec les gens qui interagissent que directement. Pas bon, parce que peut-être c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux problèmes d'analyse, de compréhension, et que là, notamment, c'est sur un problème qui techniquement a l'air de marcher depuis presque 30 ans, même si ça n'a pas été immédiat non plus pour faire des méthodes numériques qui marchent. Donc les ingénieurs, eux, sont déjà assez contents avec ce qu'ils ont. D'accord, donc les développements sur ce sujet sont finalement motivés par un intérêt purement mathématique et pas tellement par un intérêt pratique? Oui, même si je pense par exemple à le premier résultat que j'ai montré ici. Au début, on l'avait développé pour comprendre justement comment on pouvait étendre le modèle, comment on pouvait justifier certaines extensions du modèle pour mieux prendre en compte le fait qu'une fracture normalement n'est pas censée s'interpénétrer mais censée s'ouvrir.
Et ça, et comprendre ça, ça permet aussi de comprendre d'autres types de modèles mécaniques, de développer d'autres modèles, et ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour développer la théorie vers plus de modèles physiques. D'accord. Parlons maintenant de ton séjour à Set-ISIAM. Je suppose que ce n'était pas la première fois que tu viens dans un congrès de ce type. Non, non, j'ai l'impression que ça devient plus gros tous les 4 ans. Non, j'y vais pas toujours, mais je suis allé au dernier qui était à Valence, parce que c'était pas loin de Paris, et parce que c'était intéressant, et en plus je n'avais jamais été à Valence et je le regrette pas. Et j'ai été il y a très longtemps au premier ISIAM, peut-être il y en avait un à Édimbourg et qui était déjà assez gros, et déjà assez gros, mais c'était quand même, je pense, beaucoup plus petit, c'était presque familial d'un certain point de vue. Là, je peux dire qu'il y a beaucoup de conférences très intéressantes. J'essaie de ne pas voir toujours les symposiums des copains parce que je ne suis pas venu ici pour voir des exposés d'Européens ou de Français. Sauf évidemment que je vois que les gens ont essayé de jouer le jeu, et je vois pas mal de mini-symposiums, y compris de gens que je connais bien, où ils ont vraiment essayé d'inviter des Américains, des Asiatiques. Là, c'est intéressant. D'accord. Et tu as pu, par exemple, rencontrer des gens que tu ne connaissais pas et avec lesquels tu as entamé un dialogue scientifique. Oui, alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, j'ai rencontré beaucoup de gens. Alors d'abord, c'est l'intérêt principal de cette conférence, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens qu'on ne voit pas très souvent et avec qui on peut renouer des liens. J'ai rencontré des jeunes que je ne connaissais pas ou de nom, qui font des choses intéressantes sur le même genre de problème, par exemple, et avec qui j'ai pu discuter. Par contre, on a très peu de temps à la fin, donc les discussions sont jamais très longues, et c'est un peu frustrant. C'est vrai que des fois on pourrait avoir envie de se mettre autour d'une table et de commencer à parler, mais dans ce cas-là on pense aux 80 symposiums, mini-symposia en parallèle, qu'on est tous en train de rater. C'est pas forcément très grave parce que de toute façon on en rate 79, mais bon, c'est un peu frustrant. D'accord. Donc j'ai pris quelques contacts, on verra. Et est-ce que tu es allé donc à voir des exposés sur des sujets qui sont assez éloignés du tien ou Pas vraiment, j'en avais noté qui avaient l'air intéressants, mais à chaque fois il y en a d'autres qui sont plus proches, et donc on finit par se demander de faire des choses. Si, bon, les pléniers, j'en ai vu beaucoup. Enfin, j'ai toujours choisi des choses. Il y en a 3 en parallèle, donc j'ai toujours choisi ceux où j'avais le plus de chances de comprendre, presque. Les grosses conférences, faut pas que ça arrive trop souvent, mais il y a cet intérêt qu'on rencontre vraiment beaucoup de gens différents, mais après si le programme est vraiment trop dense, ça devient dingue. On va se lever pour venir à 8h30. Alors hier soir je suis pas allé aux conférences qui étaient jusqu'à 20h30, mais c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est bien, on voit des gens, il fait un peu trop chaud. Ok, eh ben, je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps.